Être propriétaire, c'est aussi devoir faire face à des incendies, parfois des catastrophes naturelles et aussi à des cambriolages. Comment se protéger et se sécuriser? On va en parler avec nos experts qui arrivent dans un instant. On va faire le tour d'Internet et on va aussi répondre à tous vos commentaires que vous nous avez laissés sur TikTok, sur Instagram. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios. Et à mes côtés, comme à chaque fois, des experts, des passionnés. Quel bonheur de retrouver El Professeur, Monsieur Vincent Gérin. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Il a sorti son petit veston, il a travaillé, je peux vous le dire. Je vois le fluo, je vois ses fiches. On va encore avoir beaucoup de belles informations aujourd'hui dans cette émission. Eric Spitzer, COD Mouvement. Bonjour Eric. Pas de fluo, pas de fiche, j'ai pas travaillé. Voilà. Mais tout est dans ta tête, dans ta cabesse. Un homme d'expérience, évidemment. Voilà. Et puis Sacha qui fait son grand retour, le visage de PNV Assurance, puisque c'est l'épisode qui vous est offert par PNV. C'est eux qui ont choisi la thématique du jour. Forcément, Sacha, tu es avec nous. Merci d'être là. Bonjour à tous. Parce que c'est vrai, quand on est propriétaire, parfois on doit faire face à des petites péripéties très embêtantes, incendie, vol, intempéries. Bref, on va en parler dans le dos du jour. Ça arrive dans un instant, mais d'abord, c'est la nouvelle séquence. On fait le tour d'Internet. On va checker un peu les actualités qui font le buzz. Et puis, on en parle avec nos experts. Et je voudrais commencer par un article du journal Le Soir, de mémoire, je vous le dis, qui titrait que c'est potentiellement peut-être mieux d'aller investir au Maroc. Pourquoi? Parce que visiblement, là-bas, 3 mois pour avoir un permis. Oui. Eric, alors, on va tous au Maroc? On va tous au Maroc si on veut. Le Maroc, c'est un pays chaleureux. Mais surtout, il y a grosso modo 200 pays dans le monde. Je pense qu'il y a la Belgique et puis les 199 autres. Ça va être plus facile d'obtenir un permis d'urbanisme dans ces pays-là parce qu'en Belgique, c'est la cata. Après cet article, c'est un petit clin d'œil aussi à la réalité de Bruxelles. Vincent, on sait que Bruxelles, c'est un gros problème. Et avec l'absence de gouvernement, encore la digitalisation des services urbanistiques, c'est pas pour demain. C'est vraiment compliqué d'avoir des permis ici. Oui, dernière statistique de l'UPSI, Union professionnelle du secteur immobilier, 5 ans en moyenne pour obtenir un permis à Bruxelles. Bien sûr, c'est pas pour le permis pour changer son châssis, mais ça prend en compte tous les gros permis aussi. Mais voilà, la moyenne, c'est 4,8 ans pour obtenir son permis à Bruxelles. Eh ben, il y a une autre statistique qui est fournie par ceux qui délivrent les permis qui dit, enfin, c'est 1 an. Oui, c'est trop, mais ça n'est que 1 an. Alors, ce qu'ils oublient de dire, c'est que, évidemment, si on veut faire un tout petit truc, un truc qui passe crème, changer des châssis, enfin, un truc facile, ça prend déjà 8 mois. Donc, les tout gros permis, évidemment, des professionnels, les gros projets, ça prend des années. VS 3 mois au Maroc. Justement, c'est l'occasion aussi de vous rappeler qu'on est parti à l'étranger, en Espagne, en France. Pour tous ceux qui cherchent à investir à l'étranger, pourquoi pas aller au Maroc comme prochaine destination. Visiblement, il y a plein de choses qui se font pour les Marocains qui habitent ici, mais aussi pour les Belges qui pourraient peut-être avoir une petite seconde résidence là-bas. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle serait pour vous la destination de votre choix rêvé pour peut-être acheter un bien, investir à l'étranger. On prépare les prochains hors-série, donc c'est maintenant qu'il faut commenter, réagir en dessous de cette vidéo. Bon, allez, une petite actu pour toi, assez étonnante, surprenante même. On en a rigolé quand on a préparé cette émission avec la patronne, Marie-Charlotte Capron, qu'on salue derrière la caméra, prête à nous flinguer si on passe à côté. Les autorités mettent en garde face à une nouvelle forme de cambriolage. Et alors, c'est assez drôle parce que visiblement, les voleurs passeraient par les Velux. Mais alors, simplement, un Velux, donc c'est une fenêtre qui se trouve en toiture, simplement. Pourquoi ça choque certainement les gens? C'est parce que on se dit comment ils y accèdent, mais on oublie simplement maintenant le matériel pour cambrioler est de plus en plus facile à transporter. Avant, une échelle, il fallait limite la mettre sur ta voiture, etc. Maintenant, tu la déplies tout facilement, ni vu ni connu. Donc voilà, c'est une mise en garde de l'autorité, c'est important qu'on la relaie. Mais c'est étonnant quand même, Eric, par les Velux maintenant. C'est pas Velux ou pas Velux. Les voleurs font preuve de plus en plus d'ingéniosité et si on blinde les entrées, la porte, le garage, tout ça c'est très bien, passe au premier. Si on sécurise le premier, avoir une plus grande échelle c'est pas très compliqué, il passe par derrière, donc il faut faire très attention de sécuriser un maximum de points d'entrée, même si on pense qu'ils ne sont pas accessibles. Mais je pense à la cheminée et je me dis que si on bloque ce point d'entrée, comment on fera à Noël avec le Père Noël?
Ça, évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, j'ai envie de dire. Hein. Merci Eric. Et alors avant d'attaquer le dos du jour, il faut quand même qu'on revienne sur cette actu qui a fait le buzz. C'est une image qui circule sur Facebook, sur Instagram. C'est un tableau qui a été partagé par Les Échos, pas par l'Écho, Les Échos, donc est un journal français. Et on peut voir rapidement, quand on analyse ça de manière transversale, que visiblement c'est plus intéressant de louer son bien dans lequel on habite plutôt que de l'acheter. Et j'ai envie de vous faire réagir sur ce tableau. Vincent, je me tourne vers toi, vers El Professeur. Est-ce que tu as pu analyser ce tableau et quelles sont les conclusions que tu en tires? C'est vrai, c'est pas vrai? Alors j'ai regardé effectivement attentivement le tableau. Comme tu l'as dit, c'est français, mais on peut appliquer la même mécanique au marché belge. J'ai relevé au moins 3 erreurs. D'abord, ils prennent un prix moyen pour l'achat qui est correct, mais le prix moyen pour le loyer est clairement sous-estimé, et donc ça fait pencher la balance plutôt vers la location. La deuxième chose, c'est qu'ils prévoient une augmentation de la valeur immobilière de 1% par an, alors qu'à Paris, elle est plutôt de 3 à 4%, et donc c'est de nouveau en défaveur pour la colonne achat versus colonne location. Et sur le capital que vous allez économiser et placer en banque, il prévoit des rendements de 5% par an, ce qui est par contre clairement surestimé, puisqu'on peut obtenir normalement entre 3,5% et 4% par an. Et donc si on combine ces 3 effets, eh bien la location paraît effectivement plus avantageuse. Si on prend ce qui me semblerait être des chiffres plus corrects et plus cohérents avec le marché, ça s'inverse complètement, mais de manière vraiment très très importante en faveur de l'achat. On peut se demander pourquoi de telles erreurs ou de telles incertitudes ou de chiffres à vérifier transparaissent dans ce tableau. Donc j'ai été voir qui était LEA Finance. Je ne mets pas du tout en doute les échos, mais j'ai été regarder qui était LEA Finance, et on se rend compte que c'est un gestionnaire de patrimoine qui vous promet d'avoir un rendement de 5% sur les sommes économisées. Et donc on peut peut-être comprendre pourquoi le scénario de location est mieux défendu que le scénario de l'achat. Ah, c'est quand même dingue ça, Eric. Toi qui fait partie d'un grand groupe média, quand on entend ça, on a envie de se dire, ok, ben maintenant même le journal Les Échos, on doit un peu se méfier de ce qui est publié. C'est-à-dire qu'il y a on deux nous choses. Manipule. On nous manipule, c'est vrai. Moi le premier. Non, mais il y a 2 choses. Un, c'est vrai que les chiffres, il faut toujours être attentif parce qu'on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Hein, c'est très facile de faire des tableaux Excel. Après, bon, coller avec la réalité, c'est autre chose. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il faut évidemment connaître le contexte dans lequel on est et savoir un petit peu qui publie et qui diffuse et dans quel objectif. Donc voilà, on doit toujours faire un petit peu attention par rapport à des chiffres qui sont simplement balancés comme ça, parfois aussi pour faire le buzz. Et puis Vincent, une réalité aussi, c'est vrai que quand on loue, on peut dire aussi qu'on jette un peu son argent par les fenêtres. Ce que le tableau nous dit pas, c'est qu'à la fin des 25 ans, la maison nous appartient. Donc si on la revend même, on récupère encore. Et finalement, cette différence de 300 000, elle est comblée à la revente, par exemple. Oui, bon, il faut aussi se rendre compte que malheureusement, de plus en plus de gens n'ont plus accès au marché de l'achat parce que l'apport personnel qui est mentionné dans le tableau, les 50 000 €, peu de gens les ont. Et donc, parfois, c'est une contrainte d'être locataire plutôt que d'être acquéreur. Je pense que tout un chacun préférerait être propriétaire de son bien. Ça fait partie, en tout cas, la fameuse brique dans le ventre du Belge, en tout cas du Belge de ma génération. Mais parfois, on n'a plus l'occasion de manger cette brique, de l'absorber, et on doit la louer. Et dans chaque épisode, on essaye aussi de vous donner des solutions. PNV, Sacha, a lancé une solution qui est le crédit à 40 ans aussi, tout à fait. Justement pour aider les gens qui ont ce profil-là. Tout à fait. Et ça va être une priorité pour vous aussi cette année de promouvoir, justement, de communiquer autour de ce crédit-là. On en reparlera très prochainement. Il y a aussi le crédit social. Il y a des solutions aussi pour ceux qui n'ont pas justement d'apport propre. On critique la Belgique, mais globalement, on est quand même dans un très bon pays. Le tour d'Internet, ça se termine maintenant. On va attaquer le dos du jour. Si vous aussi, vous tombez sur des vidéos, des images comme ça qui font le buzz, qui vous interpellent, vous nous les envoyez en message privé sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook ou même sur le WhatsApp de l'émission. Le numéro s'affiche et dès maintenant, on attend tous vos messages. Rejoignez cette belle communauté qui ne cesse de grandir aussi sur WhatsApp. Absolument. Donc vraiment, on est connecté à vous un peu plus chaque jour. Le dos du jour, c'est PNV Assurance qui nous l'a proposé. Évidemment, on rencontre beaucoup de propriétaires. Ça fait l'actualité aussi de plus en plus. C'est tous ces problèmes, toutes ces péripéties, les vols, les incendies, les intempéries aussi de plus en plus. Comment faire pour se prémunir contre ça? On va vous donner en 15-20 minutes un maximum de bons plans, je l'espère. En tout cas, tout à fait. Sacha, mais avant, petit tour de table. D'abord, j'ai envie de savoir, est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà subi justement des vols, des cambriolages, des incendies, peut-être des dégâts des eaux, Eric? Oui. Vol plusieurs fois. Et c'est une expérience qui est vraiment pas agréable, évidemment, parce que c'est un viol de l'intimité.
La première fois, c'était assez rapide. La deuxième fois, par contre, ils ont tout retourné, mais vraiment tout retourné, tout, chaque pièce. Et donc, quand on arrive là-dedans, on n'est pas très content. Et donc, oui, ça fait partie de la vie et on passe à autre chose après. Mais c'est vraiment un événement traumatisant. On en parlera dans un instant des solutions qui existent. Mais toi, avec le recul, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait pour te sécuriser peut-être un peu plus? C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que finalement, à un certain moment, on ferme pas sa porte à clé ou on met pas l'alarme parce qu'on est pressé, etc., etc. Et Monsieur Murphy n'est jamais très loin dans ce genre de cas. Et donc, c'est évidemment à ce moment-là. Et puis, petite anecdote, mais qui peut faire froid dans le dos. La première fois que j'ai été cambriolé, c'était, je sais pas, genre en avril-mai, me semble-t-il, et on avait réservé nos vacances, et donc ma femme avait imprimé les billets d'avion. Et pendant qu'on était partis, ils se sont fait plaisir. Bon, petite précision quand même, quand on parle de Murphy, on parle pas d'Eddie Murphy. Non. On parle de la loi de Murphy. Voilà, et pas la chanson d'Angèle. Non la plus. loi, voilà. Non, mais c'est important parce qu'on peut avoir des commentaires après. Autant préciser les choses. Non, mais tout à fait, parce qu'après les commentaires, on en a. Et justement, en parlant de commentaires, en fin d'émission, nouvelle séquence aussi, Vincent, que tu vas découvrir, Sacha aussi. Oui. En fin d'émission, on réagira à tous vos commentaires. En tout cas, on va essayer d'en faire un maximum. Et c'est l'occasion pour vous d'avoir un droit de réponse. C'est le React et ce sera en fin d'émission. On continue le tour de table rapidement. Vincent, on terminera par toi. Sacha, tu as déjà vécu un vol? Malheureusement, 3 cambriolages chez moi. Rapidement, le premier, un petit cambriolage. Je ne sais pas très bien comment ils sont rentrés. Et puis j'ai appelé... Vincent, la manière dont tu le dis, on dirait que c'était sympathique. Ouais, j'ai connu un petit cambriolage. Voilà. Je recommence. Ça m'a fait de la compagnie. Eh bien, oui, malheureusement, oui, j'ai subi 3 cambriolages. Le premier, je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. Je ne savais plus rentrer chez moi. Alors, pour la petite anecdote, j'ai appelé le serrurier chez moi qui est venu quasiment les mains en poche et qui a ouvert la porte de ma maison avec un bout de plastique qu'il a passé et il a ouvert. Le grand classique. Le fameux. Et voilà, donc je suis presque tombé par terre et il n'y avait pas grand-chose de cambriolé, fort heureusement. Mon assurance est intervenue. Elle m'a imposé de mettre un système d'alarme, ce que j'ai mis. C'était il y a une vingtaine d'années, alors c'était les systèmes d'alarme qui sonnaient tout le temps, comme les alarmes dans les voitures qui sonnaient tout le temps. Donc qu'est-ce qui se passe après quelques mois? On ne met plus son alarme et j'ai été recambriolé le jour de mon anniversaire où j'avais eu la très mauvaise idée de poster sur les réseaux que j'allais au resto, etc. Et en rentrant du resto, ma maison avait été cambriolée. L'assurance n'est pas intervenue puisqu'elle a pu voir dans les relevés que j'avais pas mis mon alarme. J'ai changé mon alarme avec une alarme plus performante. 3e coup, rebelote. Et là, tout simplement, ils avaient déplacé le châssis oscillobattant de ma maison. Et l'assureur m'a dit, mais vous aviez laissé ça en oscillobattant? Je dis, je sais pas trop. Il me dit, oui, regardez, etc. J'ai été en litige contre ma compagnie d'assurance. J'ai même été en appel. J'ai perdu. Et donc, voilà. Mettez votre alarme et fermez vos oscillobattants avant d'aller au resto. Et ne postez pas sur les réseaux sociaux. Vincent, j'ai envie de lancer un Vincenton. Voilà, si vous voulez contribuer, n'hésitez pas. C'est la même maison? Tu restais dans ta maison? Non, j'ai déménagé. Ah, voilà. Sacha, c'est quand même dingue ce que tu entends là. C'est le professeur, mais pas pour le vol, apparemment. Comme ça me disent. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'un bâtiment qui n'est pas fermé, et au niveau des couvertures, c'est déjà compliqué. Après, il y a de plus en plus de vols et il y a, comme on a dit, on a abordé pas mal de sujets, les réseaux sociaux, beaucoup. Ici, il y a eu aussi pas mal de recrudescence au niveau des vols parce que notamment, on ne pense pas, mais l'éclairage public, vu qu'il est revenu très bien pour tout ce qui est régression, etc. Mais avant, passiez dans la rue qui était noire, dans le noir complet, vous voyez une lampe de poche, etc. C'était un peu surprenant, donc on avait vite tendance à appeler la police, tandis que là, maintenant, quelqu'un qui va un peu chipoter à sa serrure, on ne sait pas si le mec il a un peu trop bu, il ne trouve pas la serrure, ou s'il est en train de la forcer. Et Sacha, ce qui est intéressant justement, c'est que tu as quelques chiffres à nous donner. Ça peut être sympa pour contextualiser, qu'on se rende bien compte de la réalité. Donc c'est des chiffres de PNV par rapport justement donc à vos clients. Donc c'est pas des statistiques nationales. Non, donc c'est une statistique qui est pour PV et uniquement sur les chiffres de 2024. Okay. Donc là, on est sur 32% au niveau des sinistres dégâts des eaux. C'est majoritairement des dégâts des eaux. Au niveau de tout ce qui est dégradation immobilière, etc., lié au vol, c'est 4%. Et en incendie, c'est 4%. Alors, c'est interpellant ça, les dégâts des eaux, 32%. C'est quand on oublie de fermer le robinet.
Oui, j'imagine qu'il y a eu quand même pas mal d'inondations, donc ça a dû jouer dans les statistiques, non? Dans les statistiques, ça rentre dans une autre statistique. Parce que là, on est plutôt dans tout ce qui est catastrophe naturelle, exactement. Mais les gars des eaux, c'est j'oublie ma baignoire, quoi. Oui, ou bêtement, simplement, le tuyau casse. Simplement, le tuyau casse sous la chape et à un moment donné, ça ressort à un moment donné. Et là, on se rend compte qu'il y a un dégât des eaux. Ça peut être une baignoire qui est fendue, ça peut être pas mal de choses au niveau des dégâts des eaux. Problème au niveau simplement, si tout ce qui est sanitaire, ça arrive aussi. Donc tout ça, rupture de canalisation, c'est des dégâts des eaux. Quand tu vois ces chiffres-là que tu as reçus, j'imagine, par tes boss, est-ce que c'est en phase avec ce que tu vis sur le terrain? Oui. Ouais. Oui, majoritairement. Souvent, on est appelé pour des dégâts des eaux. Par rapport, déjà il faut déjà un peu trier parce que parfois c'est simplement de la condensation. Tout ce qui est aussi humidité ascensionnelle, c'est des choses qui ne sont pas couvertes par un contrat d'assurance, c'est des choses qu'il faut prévoir et faire des infiltrations, mais effectivement majoritairement c'est ça. Après souvent, est-ce que ça vient de chez le client ou de chez le voisin? Là c'est des recherches, mais effectivement on a majoritairement des dégâts des eaux. Eric, ce qui fait peur aussi beaucoup quand on parle de se protéger sa maison, c'est aussi toujours l'incendie. Ouais. L'incendie, ça fait peur. Alors quand je vois les chiffres, je me dis 4%. Alors est-ce que c'est parce que finalement c'est quelque chose de très très rare, parce que tout simplement les nouvelles technologies font que on a de moins en moins de risques d'eux, ou alors c'est justement parce qu'il y a eu un vrai travail de prévention et qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus attention? Je crois qu'effectivement, un dégât des eaux quelque part c'est jamais agréable, mais c'est difficilement létal. Un incendie, c'est autre chose. Donc, il me semble que la qualité des bâtiments s'améliore au fil des années. Donc, premier élément. Deuxième élément, la réglementation. On doit mettre des détecteurs à incendie, des détecteurs de fumée quand on loue, etc. Donc, il y a une réglementation qui est, à juste titre, plus dure et qui renforce la sécurité. Donc, j'imagine que ça a un impact positif sur le fait qu'il y en ait moins. Donc voilà, après, un incendie, c'est souvent un feu de cheminée, il y a encore des usual suspects, je vais dire. Friteuses. Oui, les friteuses. Ouais. Les gens qui fument au lit, c'est incroyable, mais il y a encore des gens qui fument au lit, et l'histoire de la cigarette, voilà. Alors on va parler dans un instant des objets peut-être qu'on peut acheter et installer chez soi. On va revenir aussi, tu as évoqué Vincent, le conflit que tu as eu avec ton assureur, comment éviter justement de tomber dans ces problèmes avec son assureur, comment bien se protéger, se préparer peut-être aussi à tout ça. Je voudrais juste faire un petit truc, mettre en avant une image. Vous regardez un peu l'émission Qui veut devenir mon associé ou pas du tout? C'est une émission diffusée sur M6 qui est très intéressante, et dedans il y avait justement un inventeur. Alors il s'appelle Jacques Pitou, voilà, un nom très sympathique, et il a inventé Blockfire. C'est juste génial, c'est une sorte de petite boule qu'on peut avoir à la maison, et qu'en fait si on a un feu, on la lance, elle explose et ça éteint le feu. Parce que souvent l'extincteur, il est peut-être, on a peut-être peur, on ne sait pas comment l'utiliser, et donc voilà. En tout cas c'est une solution aujourd'hui. Je lance le débat sur les objets insolites qu'on peut installer chez soi. Blockfire, c'est une innovation française. Allez voir, c'est sympa, peut-être à installer chez vous. Alors, est-ce que vous avez mieux que moi et mon Blockfire, les amis? Quels sont les objets qu'on peut installer? Le seau d'eau. L'extincteur. Alors, les extincteurs, on en installe rarement dans les maisons, en fait. C'est vrai. Oui, il y en a. C'est vrai. Voilà. Alors, on fait quoi s'il y a du feu? S'il y a le feu? Si on n'a pas d'extincteur? On appelle les pompiers et quand ils arrivent, il n'y a plus rien. C'est exactement ce qui se passe sur le terrain. Voilà pourquoi Blockfire a levé des millions. J'aurais dû inventer ce truc. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, il y a les détecteurs, ok, d'accord. Pour l'incendie. Il y a la prévention et il y a la guérison. Hein. Donc l'extincteur, la couverture qu'on pose sur sa friteuse, etc. C'est des moyens de guérir ou d'atténuer le dégât. Mais il faut surtout se prémunir et mettre en place une véritable politique de prévention, outre le contrat d'assurance. Et donc pour ça, effectivement, il existe toute une série de gadgets. J'aime pas tellement le mot gadget parce que ça paraît un peu superficiel, mais il existe toute une série d'outils qui, bien utilisés, peuvent vraiment réduire de manière très 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 importante les risques de dégâts des eaux et d'incendie. Et puis, effectivement, dans la prévention, il y a l'entretien qui est très important. Faire ramoner sa cheminée. Voilà, son système électrique aussi, qui est souvent encore responsable dans les vieilles maisons à Bruxelles. Avoir son système électrique qui est rénové ou qui est up-to-date, sa chaudière.
Voilà, il y a des choses, évidemment, c'est des choses qui ne sont pas à la vue de tout le monde. Et puis on arrive en bas dans sa cave, on se dit tiens, il y a une émanation et c'est trop tard parce que ça brûle déjà trop que pour qu'on puisse faire quelque chose. Et donc on n'a plus d'autre choix que d'appeler les pompiers, mais les dégâts sont beaucoup plus importants. Sacha, sur le débat de la sensibilisation qu'on vient d'évoquer avec Vincent, quand tu rencontres tes clients, est-ce que tu as le sentiment justement qu'ils sont globalement bien informés ou qu'il y a encore un vrai travail à faire? Non, il y a un vrai travail parce que souvent les gens sont au courant de certaines choses, mais tant qu'ils n'ont pas été touchés personnellement, ils ne savent pas l'importance d'un acte. Donc je prends bêtement l'exemple, on parlait du compteur électrique qui doit être revu tous les 25 ans. Il y en a qui disent, ok, oui, effectivement, je sais que je dois le faire, mais s'il y a un sinistre, on se retrouve un peu comme dans le cas où la baie vitrée n'était pas fermée. Ben là, en fait, on se retrouve le bec dans l'eau, il ne s'est pas couvert, alors que simplement, c'est utile tant pour vous parce que nous, dans les assurances, on va arriver, on va essayer de vous indemniser, etc. Mais émotionnellement parlant, on ne sait rien faire. Ouais. Si vous perdez des souvenirs, etc. Donc, prendre ce temps de regarder aux installations, etc., c'est hyper important, même juste pour vous. Tous les 25 ans, on doit faire vérifier son système. Oui, il y a ça. Il y a faire ramener sa cheminée, c'est tous les ans ou tous les 2 ans. Révision de la chaudière. Chaudière, même chose tous les 2 ans, je pense. Donc, mais 25 ans, c'est beaucoup. Est-ce que toi, tu conseillerais vraiment 25 ans ton fils, tu lui dirais fais ça tous les 25 ans, tu dirais quand même, mon grand, fais ça peut-être tous les 10 ans quand même? Un système électrique, je veux dire, c'est quelque chose qui dure assez longtemps. Okay. Et donc, on est plus... Mais parfois, dans des vieilles maisons, quand on achète une vieille maison, quand on veut rénover une vieille maison, le tableau électrique, c'est la préhistoire. Oui. Une fois qu'on a mis quelque chose avec un professionnel agréé, etc., parce qu'après, on doit faire valider ça par un organisme agréé pour le faire, on peut dormir sous ses 2 oreilles. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est que c'est pas parce qu'on a un certificat qui est à moins de 25 ans, c'est aussi l'utilité qu'on a de la maison. Si j'achète une vieille maison où c'était un petit couple qui avait juste peut-être quelques prises, télévision, etc., ça va. Si maintenant on va sur de la domotique, etc., on demande de plus en plus sur le système électrique et il doit être revu. Donc clairement, quand on installe des panneaux, on est obligé de le faire, mais dans le quotidien, si on voit que le mec limite il a tout un système home cinéma dernier cri avec tout plein de prises partout, ben oui, c'est peut-être bien de le revoir. On l'a évoqué aussi avec les voitures électriques. Je pense aussi que donc, le conseil qu'on peut donner, c'est ayez le réflexe quand vous mettez des appareils nouveaux dans votre habitation, c'est de quand même vérifier si le système peut accueillir et recevoir tout ça. Oui, je voulais dire, le premier réflexe quand même, je vais appuyer Sacha là-dedans, mais c'est de s'assurer. En fait, il faut savoir que l'assurance habitation n'est pas une obligation en Belgique. Elle est obligatoire dans certains cas. Elle est obligatoire quand on est un locataire, en tout cas en région bruxelloise et en région wallonne. Elle est obligatoire quand on est propriétaire avec un crédit hypothécaire, parce que même si vous êtes propriétaire, la banque est quand même un tout petit peu propriétaire puisqu'elle vous prête de l'argent. Mais si vous êtes propriétaire occupant sans crédit, vous n'êtes pas obligé d'avoir une assurance. Et donc, pas d'assurance, pas de couverture. Et vous n'êtes même pas obligé d'avoir la responsabilité civile. Vous avez un incendie chez vous, vous perdez votre maison, ok, c'est triste, mais si l'incendie se propage à la maison du voisin et que vous n'avez pas la responsabilité civile, c'est aussi pour vous. Ouais. Donc, même si ce n'est pas obligatoire, je ne suis pas assuré chez PNV, mon litige ne sais pas chez PNV, donc je suis neutre là-dedans, mais assurez-vous, quel que soit votre cas de figure. Et ce qui est important aussi, c'est de regarder ce que vous allez assurer, parce que chaque objet, il y a une limite par objet. Oui. Voilà, je pense qu'elle est fixée à 1000 ou 1250 € par objet. Alors, parfois, on y arrive assez vite. Hein. Une télé, une montre. Moi, lors de mon premier cambriolage, on m'a cambriolé 2 montres. Une montre d'un certain prix, elle a été volée, point barre. Et une autre montre qui n'avait aucune valeur, mais c'était la montre de mon grand-père, qui avait 10 fois plus de valeur que la montre de valeur. On m'a remboursé toutes les 2 au même prix parce que j'avais atteint le plafond dans les 2 cas. Et donc, on peut le faire. Vous avez un Van Gogh chez vous. Vous pouvez l'assurer pour X millions si vous voulez. Et Sacha, c'est intéressant ce que Vincent dit, tu es d'accord avec lui, tu veux nuancer, ajouter quelque chose? Tout à fait, donc en fait, au niveau des plafonds, on est quand même un peu plus, les limites par objet sont plus élevées, mais effectivement, dès qu'on a des objets de valeur, on peut
les couvrir. Donc, ils sont couverts dans l'assurance incendie, mais de manière assez limitée. Par contre, on peut les couvrir ce qu'on appelle en tout risque. Et donc là, ils ont leur propre couverture. Mais du coup, alors par exemple, la montre va même être couverte directement, même quand en la portant en rue, ou alors parfois il y a certaines conditions où elle est couverte uniquement si elle est dans le coffre, ce genre de choses. Mais on peut le faire. Mais effectivement, c'est important, c'est quelque chose à revoir parce que souvent, on ne se dit pas, ok, j'ai acheté une montre, je vais appeler mon assurance. C'est pas le réflexe qu'on a. Mais non, c'est intéressant de préciser ça, Eric. Ce qui est assez, oui, bien sûr, c'est que il y a aussi des formules où on a le contenant, donc on connaît la valeur de la maison, et fatalement, on se dit que plus la maison est grande et donc est chère, plus qu'il y a dedans, fatalement, il va y avoir plus de pièces, donc plus de meubles, etc. Donc il y a une proportionnalité. Donc on ne doit pas dire, alors, mon lit là, ouais, le canapé comme ça, le frigo, j'en ai 2. Il y a un montant forfaitaire. Mais si, effectivement, on aime bien, on a beaucoup de beaux costumes, il faut dire à son assureur, oui, mais les vêtements, il faudrait faire plus, des montres, du vin, etc., etc. Là, il convient de effectivement prévenir pour dire, on sort un petit peu, on va dire, du canevas standard. C'est intéressant. Je pense que la patronne vient de prendre note parce que c'est quelqu'un qui aime bien investir dans des belles choses. Tout à fait. Elle a 2 Van Gogh chez elle. Elle a 2 Van Gogh, oui. Elle habite donc. Mais donc voilà. Mais ça, c'est une bonne info, les amis. C'est vrai qu'on se dit qu'on est assuré et on n'a pas le réflexe forcément quand notre patrimoine finalement évolue d'aller rappeler son assureur. Merci. Même l'assureur, parfois il ne pose pas ces questions-là parce qu'on rentre quand même dans l'intimité. Ouais. Limite, on leur dit, dis-moi ce que tu as. Mais on est obligé de poser ces questions. Donc, si la personne ne le fait pas, faites-le spontanément parce qu'on ne peut pas savoir ce que vous avez si vous ne nous le dites pas ou alors si on ne pose pas la question. Mais voilà. Et alors, juste aussi un petit élément. Vincent lève le doigt. Donc logiquement, en bon maître de cérémonie, je dois t'apprendre la discipline, Eric, maintenant. S'il te plaît. Non, il a le droit d'admettre puisqu'il est là depuis plus longtemps que moi. Professeur. Non, mais Sacha a dit 2 mots très très importants. C'est catastrophe naturelle. Ouais. Voilà, une anecdote qui n'en est pas une, surtout pour ceux qui ont vécu cette situation catastrophique, c'est les fameuses inondations en 2021 dans la région de Liège. D'habitude, une assurance incendie couvre la maison, parce qu'une maison peut brûler, mais un terrain ne brûle pas. Ce qui est dessus peut brûler, mais le terrain ne bouge pas. Et donc, une assurance classique ne rembourse pas les dégâts au terrain. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces inondations ? Les terrains ont tout simplement, dans certains cas, disparu. Ils ont été emportés. Et donc, l'assurance incendie, logiquement, remboursait les briques, mais n'intervenait pas pour le terrain. Et donc, on a vu pendant des mois et des mois ces pauvres gens qui étaient touchés par cette catastrophe, qui ont attendu justement qu'on déclare l'état de catastrophe naturelle pour activer un autre niveau d'assurance. Sinon, ils n'auraient rien eu. La calamité ou la catastrophe naturelle. Donc voilà, faites attention, ça couvre certaines choses, mais pas tout. Et parfois, on est un peu tributaire de nos autorités ou de nos élus qui peuvent classifier un événement comme catastrophe ou pas. Bon, Vincent, tu nous as dévié un peu du sujet sur les fameux objets qu'on pouvait peut-être acheter pour se sécuriser, etc. On va revenir dans un instant. Tu as tendu de belles perches. Je voudrais comme... Moi, je pouvais pas dire mon truc. Ah, mais si, Eric, justement. Non, parce que je coupe la chic et... je recontextualiser un peu pour revenir vers toi, pour mieux revenir vers toi, Eric. Mais vas-y. Ok. Non, mais j'ai plus envie maintenant. Mais quel enfant. Non, mais donc, dans le cadre d'un vol aussi, donc on parlait de la valeur des objets. Moi, mon expérience, et je l'ai eu 2 fois, c'est que l'assureur qui venait n'a pas été dur. En fait, j'ai même presque fait une bonne affaire financière. J'aurais préféré 1000 fois ne pas être cambriolé, mais... Donc il dit, bon, vous avez une télévision, c'était quel truc ? Alors il avait un catalogue d'une grande surface, en disant, voilà, ça vaut plus ou moins autant, ok, il y a une obsolescence comme ça. Un gros conseil que je donne aussi, c'est garder les factures. Si vous avez acheté du matériel, une table de mixage, parce que vous aimez bien faire des petits sons chez vous, le soir, moi j'ai une batterie chez moi, voilà, c'est garder les factures de tout ça, et il y a un dossier, comme ça vous pouvez aussi montrer que vous avez les différents objets chez vous et que vous n'essayez pas, entre guillemets, de charger la facture. Bon, justement, mettez le dossier dans le scanner et dans le cloud, parce que s'il brûle dans l'incendie, merci les factures pour ce conseil complémentaire, Vincent. Le temps avance à une vitesse, on doit encore faire le react dans un instant. Je vais juste réagir Sacha, justement, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là.
comment se préparer au mieux. Donc là, on vient de donner un conseil, c'est dès qu'on achète quelque chose, même en privé, parce que c'est vrai qu'on a ce réflexe-là en société, parce qu'on est obligé, en privé, on ne demande pas la facture, on prend une facture, on la scanne, on la met dans un drive. Ouais. Ça, c'est un premier bon réflexe qu'on peut avoir. C'est un bon réflexe parce qu'on peut le récupérer facilement. Des photos, est-ce qu'on doit associer des photos? Moi, ce que je vous conseille avant tout, c'est faire simplement des photos de chez vous, de manière assez générale, parce que j'ai eu malheureusement un de mes clients qui a perdu pendant le confinement sa maison complètement. Ça arrive très rarement que la maison brûle totalement, mais là c'était le cas. Mais les experts, donc là généralement, quand il y a un gros dossier sinistre, on prend souvent un contre-expert. Ils se basent sur quoi? Sur des photos. Donc complètement, et même pour vous, que ce soit pour l'expert, mais pour vous aussi, parce que si je vous demande de me dire tout ce qu'il y a dans votre maison, vous allez certainement oublier la moitié, parce qu'on ne sait plus ce qu'on a. Il y a des choses, effectivement, les choses plus importantes, on le sait, mais là, au moins, ça permet d'avoir un souvenir et se dire, OK, il y avait ça, et le moindre, la vaisselle, toutes les petites choses font que ça intervient dans votre indemnité. C'est important de le voir. Je te titille un peu, je devrais pas le faire, mais quand même, moi je pose la question, je sais comment nos auditeurs pensent. Donc imaginons que j'ai une amie qui a un Van Gogh, un très beau Van Gogh. Oui. Voilà, j'ai une très bonne amie, toi qui a vraiment un très beau Van Gogh. Et je lui dis, viens chez moi l'accrocher pendant 24 heures. Je prends des photos. Oui. Et donc si ma maison prend feu, je peux dire que j'ai eu un Van Gogh. Alors premièrement, le Van Gogh, moi je propose de faire une assurance à part, parce que sinon le Van Gogh... Mais t'as compris l'idée, potentiellement ça peut marcher. Mon idée, potentiellement, elle peut marcher, on est d'accord. Ta maison juste pour assurer un objet. Hein. Mais j'ai poussé l'absurde pour voilà. C'est-à-dire que t'as l'esprit mal tourné, mais t'es pas... Mais non, mais c'est avant, moi, on m'avait toujours dit, facture... C'est uniquement sur base des factures qu'on rembourse. S'il n'y a pas de facture, on ne te remboursera pas. Donc là, tu me dis des photos, ça peut servir comme preuve. Sur base d'éléments probants. Okay. J'ai un pote qui vient avec sa moto, je le mets il va dans le garage pour une photo, quoi. Mais elle sera, corrige-moi si je dis une bêtise, mais si tu as par exemple la voiture ou l'objet de quelqu'un où ça se légitime, ça peut être couvert aussi. C'est pas spécialement des objets à toi. Et lui va aussi devoir l'ouvrir dans son assurance. Moi, j'ai eu dans le cadre d'un de mes cambriolages, le vélo d'un camarade qui était dans mon garage, il a été remboursé. Okay. Je rappelle quand même que tous les paiements d'objets supérieurs à 3 000 € doivent se faire par moyen électronique, virement ou banque contact. Et donc, on a une preuve probante. Et un vélo électrique, par exemple, peut vite coûter 3 000 €. Puis il y a des certificats. Les certificats sont réellement importants. Je prends l'exemple bêtement comme du Van Gogh ou une montre. Oui. C'est ce genre de choses, ok, vous savez montrer. Donc bêtement, on regarde parfois juste, est-ce qu'on a encore la boîte? Je prends l'exemple d'un beau sac. Est-ce qu'on a encore la boîte, etc. Si on n'a plus rien, on n'a pas de certificat. Mais maintenant, même pour vous, vous voulez le revendre, ça n'a aucune valeur. Donc une montre, la boîte, le certificat, c'est ce qui donne la valeur. Il y a beaucoup de vols parfois qui se font où les gens volent la montre, mais ils ne prennent pas la boîte. Mais la montre n'a plus du tout de valeur. Okay. Ouais, mais parfois, on reçoit des cadeaux, on n'a pas forcément les tickets parce que c'est gênant de le demander. Il y a des héritages aussi où parfois on a perdu certaines traces. Mais si j'ai posé cette question-là, parce que j'ai une petite idée derrière la tête évidemment, je voulais vous poser la question derrière. Quid en cas de fraude? Parce que c'est intéressant, parce qu'il y a des petits malins, ils vont se dire ok, on a regardé le rendez-vous des proprios, on va essayer des choses. Mais si maintenant l'assureur détecte qu'il y a une fraude, comment ça se passe? Déjà, alors, il faut savoir que les experts sont formés pour ça. En cas de gros dossiers, il y a des experts encore plus pointus avec limite on se retrouve dans un interrogatoire comme si on avait commis un crime. Donc, faut resitualiser ça, qu'on n'est pas juste... un petit expert du coin qui vient pour le dégât des eaux. Non, c'est des experts spécifiques. Et ce sont des risques. Évidemment, il y en a qui osent, mais c'est une fraude à l'assurance. Okay. Donc, c'est punissable. Et en plus de ça, vous n'aurez pas l'indemnité. En parlant d'indemnité, pour rebondir 2 secondes sur ce que Vincent disait, si maintenant nos fameux détecteurs de fumée, par exemple, lui il parlait de son alarme, mais prenons les détecteurs de fumée. En préparant l'émission, on en parlait avec la patronne, on se disait mais moi jamais en 50 ans dans mon habitation, j'ai vérifié ce détecteur de fumée. Imaginons maintenant il y a un incendie et vous arrivez à voir que le détecteur de fumée il était plat, les piles étaient plates, ça peut faire en sorte qu'on ne soit pas indemnisé? Non, donc c'est obligatoire par la loi, mais les compagnies vont quand même indemniser. Parce qu'il y a quand même une marge, c'est pas ça qui est la cause. Alors clairement, ça aurait été mieux qu'il s'active, mais c'est surtout pourquoi le détecteur de fumée est réellement important, c'est pour vous. Parce que s'il y a un incendie, on détecte la fumée, au moins vous savez prendre la poudre d'escampette et partir. Que s'il n'y en a pas, là, c'est pas possible. J'ai un ami, c'est son chat qui l'a sauvé.
et pas le détecteur de fumée. Il a senti, et c'est fou, mais les animaux, petite anecdote, hein, on rigole un peu aussi dans cette émission, son chat a sauté sur lui, l'a réveillé en pleine nuit, et il a eu quelques minutes pour sortir, et c'est son chat qui l'a sauvé. Voilà, c'est mignon. Achetez un chat comme outil pour vous prémunir de tout incendie. Rapidement, parce que le temps avance et j'ai vraiment envie de faire le react. Par rapport aux quelques objets, je sais que Vincent, toi tu vas nous parler un peu d'intelligence artificielle aussi, qui est une vraie tendance maintenant. Des petits objets qu'on peut mettre pour se sécuriser. Allez-y un peu, on fait un tour de table. Il y a la bonne vieille caméra. Mais qui est, enfin, je trouve ça, moi j'en ai chez moi, mais je trouve ça assez intrusif. Mais voilà, il y a des caméras. Ce qu'un assureur dit en général, ou ce qu'un vendeur d'alarme dit en général, et ce qui est la réalité, c'est que on ne va jamais empêcher quelqu'un d'entrer. On va retarder son entrée. On va lui mettre des obstacles. Donc si on veut rentrer quelque part, on rentrera. Si on est motivé pour le faire, on rentrera. Ouais. Donc l'idée, c'est de retarder, évidemment, de faire du bruit, de la lumière, de prévenir, etc. pour instantanément qu'ils se disent, bon ben voilà, ça prend trop de temps, je m'en vais. Mais donc, les caméras, les trucs qui éclairent, les trucs qui prennent des photos. Après aussi, les professionnels du métier, donc les voleurs sont habitués, donc ils mettent cagoule, masque, etc. et ça vous se met. Donc, mais voilà, il faut, les moyens classiques existent, il faut les utiliser. Attention aux caméras, hein, parce que les caméras, voilà, d'abord, il est obligatoire de mettre un panneau « Attention, souriez, vous êtes filmé » ou sinon les images ne sont pas recevables au commissariat de police ou devant la justice. Et deuxièmement, si vous gardez des enregistrements, il faut normalement le déclarer à l'APD, Assurance Protection des Données, ou sinon elles ne sont pas recevables non plus. Donc il faut quand même faire attention avec les caméras, mais c'est effectivement un bon système. Petite anecdote aussi, j'avais installé une porte blindée. Et alors il y a différentes catégories. Je discute avec l'installateur, il me dit ça c'est vraiment une très très bonne porte, etc. Le délai pour la cambrioler est de roulement de tambour 3 minutes. Je dis pardon, ça me coûte X milliers d'euros. Il dit oui, parce que les portes normales, un bon cambrioleur peut le faire en moins d'une minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, et c'est vraiment ce petit laps de temps en plus qui fait que le cambrioleur va aller dans une maison où il voit qu'il peut rentrer en 30 secondes pour ne pas perdre son temps. D'autres objets intéressants, Sacha, qu'on peut peut-être évoquer, ou alors on va directement sur le futur et l'intelligence artificielle. Mais il faut savoir que oui, tout ce qu'on a énuméré est très bien, mais ce sont ce qu'on appelle des systèmes dissuasifs. Moi, je trouve que aussi tout ce qui est éclairage, comme Eric l'a évoqué, c'est assez bien parce que bêtement, la lumière s'allume via un système automatique. Déjà, pour la caméra, c'est déjà beaucoup plus facile, même si, comme on dit, il porte une cagoule, etc. Mais si vous êtes bêtement chez vous et que la lumière de chez le voisin s'éclaire à 2h du matin, ça va peut-être vous faire cliquer. Donc, c'est bête, c'est éclairage automatique, pas uniquement juste devant votre porte d'entrée pour avoir facile à rentrer chez vous. En mettre autour, voilà, ça permet de dissuader encore plus. Alors, dans la prépa, moi j'ai quelques objets qui peuvent être sympas. Vous me dites si c'est à acheter ou pas. Des simulateurs de présence. C'est sympa, c'est validé. Tout ce qui effectivement permet d'induire un doute dans le cambrioleur et qui va se dire oui ou non. Il faut dire qu'un cambrioleur dans une rue, il a le choix. Et donc il va prendre la maison qui lui paraît où il a le moins de risques. Donc s'il voit des lumières qui s'allument, il va peut-être pas aller là. Donc oui, tout est bon à prendre, je pense. On a des serrures connectées aussi, Eric. Oui, très bien. Et donc, si on met autre chose que la clé, un tournevis ou qu'on essaie de taper dedans, fatalement, ça déclenche une alarme. Après, pour revenir sur la porte blindée, je veux dire, c'est un ensemble. Hein. Une porte blindée qui pèse 2 tonnes, c'est super. S'il n'y a pas les charnières qui vont avec, ça sert à rien, par exemple. Ouais, donc, il faut faire preuve d'un peu de bon sens aussi. Attends, ça, c'est original. Un arroseur automatique avec capteur de mouvement. Top. Original, ça. Super. En plus, ça fait la pelouse. Voilà, le voleur prend sa petite douche. Ouais. On est au top. Et alors, ça, c'est comique aussi. Ça, on connaît, c'est classique. C'est un bol de croquettes plus un panneau. Attention, pitbull enragé. Voilà. Alors, moi j'ai 2 teckels. Luna et Locum. Donc si un cambrioleur rentre dans ma maison avec un bol de croquettes, mes 2 teckels vont indiquer au cambrioleur où aller, vont directement se faire copain. Donc peut-être mieux un pitbull que 2 teckels. Voilà. Ou alors la tête d'Eric, ça fait aussi son petit effet. Attention. Personne ne rentre. Un Eric enragé, je peux vous dire qu'il faut se méfier. Et alors Vincent, pour terminer, en préparation d'émission, tu as beaucoup parlé des nouveaux objets connectés, de l'intelligence artificielle. Il y a de belles choses qui se font.
Alors effectivement, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Ça s'applique aussi au domaine de la sécurité. Par exemple, eh bien, l'intelligence artificielle permet un peu de détecter les routines de tout le monde. À quelle heure on rentre, à quelle heure on sort, combien de personnes, à quelle heure on utilise sa friteuse électrique, etc. Et quand il y a des routines qui s'écartent un peu de tout ça, ben, ça peut créer une alerte. Une consommation d'électricité excessive à telle heure, quand normalement il n'y a personne, ben, il se passe quelque chose d'anormal. Il peut y avoir une alerte. Voilà, quelqu'un qui passe 3 fois à côté de votre sonnette connectée, qui regarde mais qui ne rentre pas et qui ne saute pas, l'intelligence artificielle va le voir. Vous n'êtes pas connecté en permanence sur votre smartphone en train de regarder votre caméra, donc l'intelligence artificielle peut détecter tout ça. L'analyse des consommations d'eau, parce qu'on a beaucoup parlé d'incendie, mais les dégâts des eaux, c'est vraiment une catastrophe. Eh bien, maintenant, on arrive à regarder, même quand on n'a pas de compteur intelligent, on place des smartphones ou des appareils photo sur les compteurs d'eau qui prennent une photo toutes les minutes de la consommation d'eau, et quand il y a quelque chose d'excessif, voilà, si après 3 mois, on sait que toute la famille prend sa douche entre 8h et 8h30, ok, mais s'il y a une consommation d'eau excessive à 11h alors que tout le monde est parti, eh bien c'est alerte, peut-être qu'il se passe quelque chose. Donc il y a des choses quand même qui arrivent et qui sont très prometteuses en termes d'intelligence artificielle et d'analyse de big data, comme on dit. Et j'imagine, Sacha, aussi que si on veut des idées, on peut aussi vous contacter. Vos équipes ont de l'expérience. Et alors on peut vous contacter aussi, ça c'est sympa, alors on fait un peu de pub, mais quand c'est bien, il faut le dire, vous faites aussi régulièrement des check-up. C'est gratuit. Donc les gens peuvent vous contacter, c'est ça? C'est important, exactement. Donc on voit simplement leurs assurances et voir en fonction de leurs besoins, parce que certaines personnes vont décider de ne pas prendre certaines couvertures à un certain moment, puis après ils disent en fait je me rends compte que c'est important. Donc faire un check-up, c'est assez important. Donc on le fait plus ou moins 1 fois par an, parce qu'on ne se rend pas compte, comme on l'expliquait, on l'a dit, il y a plusieurs choses qu'on change au cours d'une année et on ne se rend pas nécessairement compte que ça doit être prévenu à son assurance. Donc au moins 1 fois par an. Refaire un petit check-up, comme on doit le faire aussi pour ces produits télécoms et autres. C'est toujours intéressant de challenger tout ça avec le check-up de PNV, et ça permet de voir aussi des petits détails comme si on est totalement bien protégé, la franchise, etc. Donc voilà, c'est le check-up de PNV. On mettra le lien en commentaire de cette vidéo. Je pense même qu'il y a un article aussi qui est déjà disponible sur notre site internet où on parle de cette solution. Bon, on remercie PNV voilà, pour ce chouette dossier qu'ils nous ont proposé, puisque chaque partenaire tout au long de la saison a le choix pendant une émission d'une thématique, et c'était le dossier de PNV Assurance, le React. On termine, on va un peu rigoler, on va aller fouiller un peu dans Instagram, dans TikTok. Vous êtes nombreux à nous laisser des commentaires, et vraiment merci beaucoup. La communauté ne cesse d'augmenter, de grandir, et vous interagissez avec nous, et c'est pour ça qu'on fait tout ça aussi. On a un premier commentaire pour toi, Eric. C'est une question, ça va, c'est gentil. Ah bon? On démarre gentiment. Gentil avec moi, c'est mais bien. oui. C'est comme ça que ça doit être. En commentaire de YouTube, c'est les pires erreurs des débutants de l'immobilier. Je crois que c'est un des épisodes qu'on a fait pour terminer la saison 2. On n'est pas la mémoire des chiffres. Quand on aime, on ne compte pas. Il y a une question de Mr. Real 59. Oui. Pas 69, Eric. Okay. Donc calme-toi. Et sa question c'est quel type de bien est conseillé pour un premier achat en tant que jeune? Une résidence principale ou une petite maison-appartement à voir comme un investissement à long terme? Petite unité dans une grande ville, mais dans laquelle on peut habiter sans être trop à l'étroit, parce que si, d'abord, c'est au niveau budgétaire, ça va sans doute être plus abordable. Et puis, quand on quitte cet appart, parce que la vie évolue, on emménage avec son conjoint, sa conjointe, eh ben, on peut le mettre en location. Ou si on doit le vendre, c'est facile à vendre pour pouvoir réaliser l'effort propre. Donc, quelque chose de petit. Première erreur, c'est ne pas se voir trop beau, toujours, de ne pas essayer de directement aller vers quelque chose de trop grand. Donc, petit dans une grande ville est facile à mobiliser en cas de. Et j'ai envie d'inviter Mr. Real à aller voir les épisodes de finalement... 59, Mr. Real 59. 59. Yeah. Allez voir les épisodes de la première saison, de la deuxième, parce que je pense que presque quasi dans chaque épisode, on a évoqué plus ou moins cette question et donné des pistes de solutions. Donc merci en tout cas pour ton commentaire, et on t'invite à aller voir aussi les autres épisodes. Merci Eric pour ce petit moment destiné à notre très belle communauté. Sacha, une question pour toi. Oui. Et on finira par toi, Vincent, évidemment, parce que toi, dernièrement, tu génères des commentaires, tu génères des vues. Je crois que tu es le chroniqueur le plus bankable pour le moment, en compétition avec Attila. Donc le public t'aime beaucoup, Vincent. Sacha, oui. On a fait une vidéo sur les colocations étudiantes vs les cotes. Oui. Et c'est vrai que on a évoqué notamment... moi, je vais te lire le commentaire, de toute façon c'est plus simple, et c'est Alf
Il est de retour. Ah. Et ce bon vieux Alf. A-t-il mangé Voilà. le petit chat? La génération de Vincent et de Eric comprendront Absolument. la référence. Je n'ai jamais entendu l'histoire des 80% couverts si le locataire est responsable et pas d'abandon de recours. Est-ce que tu peux un peu recontextualiser cette histoire et voilà, et répondre à notre ami Alf? Oui, donc tout d'abord, je connais aussi Alf, même si je ne suis pas la même génération, je connais Alf. Ok, Donc parfait. la référence, je l'ai aussi. On mettra une petite image. Tiens, je demande au monteur, il peut mettre une petite image de Alf. Parfait. Donc en fait, non, au niveau de la règle des 80% couverts, non. Si le bien est correctement couvert, le propriétaire va être indemnisé à 100%. Par contre, ce qu'on a, la règle avec les 80%, c'est les 85% exactement. En fait, on fait le recours contre le locataire. Donc, par rapport aux dommages, on a payé un certain montant. On va faire le recours contre le locataire si c'est la responsabilité du locataire jusqu'à 85%. Donc, il y a 15% qui sont payés par la compagnie du propriétaire. Et si le locataire n'est pas assuré, alors ce sera directement contre lui. S'il est assuré, ce sera son assurance qui payera simplement. Bon, voilà, les petites précisions. En plus, je pense que Sacha, tu avais aussi répondu. Oui, mais du coup, c'est pour ça qu'on reprécisait, voilà. je crois simplement, le fait de l'abandon de recours, au moins ça évite de devoir faire un recours contre son locataire directement et voir s'il a les moyens de payer tout ça. J'espère qu'on était clair. Si on ne l'a pas été, vous posez des questions en commentaire et Sacha passera faire un petit coucou. Avec et je pense que... Ah non, Vincent, une petite dernière pour terminer. Vincent, tu avais fait une petite vidéo sympa sur les nouvelles mesures du gouvernement. Puisque aussi sur notre chaîne YouTube il y a une playlist qu'on a appelée l'actu, voilà, on s'est pas trop pris la tête. Et qu'est-ce qu'on fait dans la playlist l'actu? On revient sur l'actu. Et le gouvernement a annoncé des premières mesures et on t'a demandé un peu de les énumérer. Et là tu as eu un petit commentaire. C'est une question. On peut déduire les intérêts de son habitation principale sur point d'interrogation. Cette personne te remet en doute tes propos, Vincent. Et c'est Alf de nouveau. Alf qui est très actif. Merci en tout cas d'interagir comme ça. Oui, on peut déduire les intérêts, même avec les nouvelles mesures du gouvernement. On peut déduire les intérêts de son emprunt sur son habitation principale. Oui, effectivement, quand on a un crédit hypothécaire sur son habitation principale, on peut actuellement déduire les intérêts de sa déclaration d'impôt. Donc ça fait baisser la base taxable et on paye moins d'impôts. On pouvait le faire sous certaines conditions avec d'autres biens d'investissement. Une des mesures de l'Arizona, alors c'est une mesure, c'est une déclaration d'intention, tout n'est pas encore traduit dans des textes de loi, ils ont 4 ou 5 ans pour le faire, mais une des mesures, c'est qu'on ne pourra plus le faire que pour son habitation principale si toutefois il y a un crédit hypothécaire dessus. Ok, mais donc aujourd'hui, on peut encore déduire. On peut le faire. Ok, donc ça c'est intéressant parce que dans plusieurs épisodes on a évoqué ça sans préciser qu'aujourd'hui en fait c'est toujours possible, mais potentiellement ça ne le sera plus alors, quand ça bien sûr, passera. il faut le déclarer, il faut mettre le précompte immobilier, etc. Mais maintenant c'est impossible de passer à travers les mailles du filet, je dirais. Tout le monde peut aller sur le site MyMinFin. Vous avez un onglet où il est marqué exactement ce dont vous êtes propriétaire, nu propriétaire. Tout ça est repris dans la base de données des notaires. Vous pouvez aller voir sur EasyMe, etc., etc. Donc le fisc, c'est exactement ce que vous possédez en termes d'immobilier et les précomptes immobiliers sont mentionnés aussi. On doit vraiment clôturer l'épisode, mais rapidement s'il te plaît Vincent, il y a Alf qui répond et qui dit « Autant que je sache, on ne peut pas déduire les intérêts de sa résidence principale puisqu'on ne déclare pas le RC dans l'IPP. » Eh bien, je vais repotasser mon code et je répondrai bien volontiers à Alf. Ah, ça c'est intéressant. Alf... À 99% certain qu'on peut déduire les intérêts de ces crédits hypothécaires et que ça neutralise justement le précompte. Ok, mais on ira trouver une réponse, on prépare une réponse bien précise pour Alf et on ira la mettre sur YouTube, donc en dessous de l'épisode de Vincent sur les nouvelles mesures du gouvernement. Il est déjà temps de clôturer ce très chouette épisode. Merci Vincent, merci, j'allais dire Ken, non, Eric. L'autre chauve. C'est l'autre chauve de la bande. Merci Sacha, merci aux équipes de PNV aussi de nous avoir proposé ce sujet et merci à tous les autres partenaires qui ont rendu cet épisode possible. On a Imovlan, on a PNV Assurance, on a Eloya, on a Brico et on a notre petit nouveau cette année, Thomas et Piron. Merci à vous les amis, on vous attend sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en podcast aussi, sur toutes les plateformes de streaming. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder. Ciao, ciao.